Merci de nous retrouver pour cette seconde partie d'émission. L'actu vue par les médias. Chaque semaine, 2 journalistes de la presse locale reviennent avec nous sur les événements qui font l'actualité dans le département. Ce soir, nous accueillons sur notre plateau Jérôme Glaise, rédacteur en chef au Maine Libre, et Jonathan Lateur, journaliste à Sweet FM. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors 3 sujets ont été retenus pour ce soir, à savoir les maires qui se mobilisent contre la baisse des dotations de l'État, un projet de centrale au biogaz qui fait débat à Allonne. Et puis on terminera avec une recette qui fait son grand retour sur le devant de la scène, la marmite sartoise. Florent, on commence avec la manifestation des maires du département. Et oui, un sujet qui occupe les journalistes, qui vous occupe beaucoup depuis plusieurs mois maintenant, la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales. Alors on a franchi un cran dans la contestation ce week-end avec les maires qui sont descendus dans les rues pour protester. Beaucoup parlent de communes en danger. Est-ce que c'est exagéré ou c'est une réalité ? Jérôme. Ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas arranger les affaires des maires. C'est déjà un métier très compliqué, maire, particulièrement dans les petites communes où il n'y a quand même pas énormément de moyens. C'est 11 milliards d'euros qui vont de dotation en moins au niveau national, donc forcément ça va se sentir. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, tous les petits projets locaux, ça dépend quelquefois de quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros. Et donc, effectivement, quand on dit les sommes pour une commune, ça ne paraît pas énorme. Si vous annoncez 400, 200 000 euros, pour un particulier, c'est beaucoup, mais pour une commune, ça ne paraît pas énorme. Mais c'est quand même très, très préoccupant. Alors évidemment, on peut aussi dire aux communes, faites des économies sur le personnel, etc. Mais enfin, c'est des fonctionnaires, souvent, dans la fonction publique territoriale. Vous ne pouvez pas diminuer les effectifs comme ça du jour au lendemain. Donc c'est quand même un sacré casse-tête pour les maires, et on comprend qu'ils sont inquiets. Après, il y a quand même une période électorale, il y a les élections régionales dans pas longtemps. Politique, oui. Donc il peut aussi y avoir quelques arrière-pensées, mais en réalité, il y a quand même un vrai problème. Et là, tout le monde doit se serrer la ceinture, et ça va se sentir. Jonathan, comment vous l'avez ressenti cette mobilisation des maires à Sweet FM, un cri de désespoir en quelque sorte? Bon, d'abord, c'est vrai qu'on parle beaucoup de clivage gauche-droite dépassé sur cette affaire. Il y a quand même beaucoup, on ne voit pas beaucoup d'élus socialistes dans la rue, davantage d'élus de droite. Et puis rappelons que ce n'est pas nouveau, les maires y ont été préparés. Et François Barouin, qui est président de l'Association des maires de France, en 2010, quand il était ministre de l'économie, lui-même avait gelé les dotations des collectivités locales. Et Nicolas Sarkozy proposait une baisse de 10 milliards sur 5 ans s'il était réélu en 2012, ce qui est à peu près ce que va faire le gouvernement de François Hollande. François Hollande qui lui-même l'avait dit en 2012. Donc les maires ont eu l'occasion de se préparer. Et puis l'attitude de l'État est plutôt logique finalement dans cette affaire, parce que l'État se serre la ceinture. Il n'y a pas de raison que les collectivités ne puissent pas le faire. C'est un mal nécessaire. Selon moi, c'est une rigueur utile pour les collectivités. Les échelons ont évolué avec les créations de communautés de communes, de métropoles. Et pourtant, les dépenses des communes ont continué à augmenter ces dernières années, notamment dans les effectifs. Chaque commune réfléchit de manière trop autonome. C'est-à-dire que chaque commune veut sa piscine, son gymnase, sa salle des fêtes, alors qu'on devrait penser plutôt à l'échelon. Voilà, exactement. En même temps, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a les intercommunalités, ça a pris une place énorme, de plus en plus grande, et on pensait que ça allait simplifier l'organisation, et en fait, non, ça rajoute des tranches, et donc ça rajoute des dépenses, etc. Donc en fait, on n'est pas dans un processus d'économie. Ce qu'il faut aussi dire quand même, c'est qu'on parle beaucoup des maires, mais il faut quand même parler aussi des habitants et des contribuables. Parce que c'est eux qui vont payer à la fin. Parce qu'à la fin, c'est eux qui vont payer évidemment. Et d'un côté, on leur dit vous allez payer moins d'impôts au niveau national, mais ça va se transposer en partie, en tout cas, sur les impôts locaux. Et donc voilà, de toute façon, à un moment donné, il faut que quelqu'un passe à la caisse. Et en général, c'est plutôt les contribuables. Est-ce que vous pensez que cette mobilisation est d'ores et déjà vaine, ou est-ce que ça peut au moins sensibiliser peut-être la population ? Bon, je pense que Manuel Valls a annoncé lui-même un fonds supplémentaire d'1 milliard d'euros pour aider les communes qui seront en difficulté. François Barouin évoquait 1500 villes en grande difficulté qui risquent d'être placées sous tutelle. Maryse de Branchu, la ministre de la décentralisation, a dit plutôt 30 communes. Donc on verra bien la façon dont ça va évoluer dans les prochaines années. En même temps, si vous prenez 11 milliards d'un côté et que vous en rendez un de l'autre, globalement, ça va. Mais non, c'est sûr, c'est une situation très compliquée. On passe au deuxième sujet, le biogaz qui fait polémique du côté de Allonne. Et alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le biogaz, messieurs? Oui.
C'est sûr. Alors, c'est la méthanisation. La méthanisation. C'est censé être très écolo tout ça, et donc forcément, normalement, sur le papier, ça plaît. Hein. Voilà, on utilise les déchets, on les fait macérer, et puis hop, ça forme du gaz. Voilà. Fermenté, c'est le terme exact. Et ensuite, vous injectez ça dans le réseau de gaz et tout va bien. Ça rejette quand même quelques petites choses à l'atmosphère, mais quand même, c'est joli. Et, sauf que c'est le syndrome not in my backyard, comme on dit en anglais, c'est pas dans mon jardin. C'est-à-dire que les habitants d'Alonne, les habitants d'Alonne, ils trouvent ça très bien. Il y a eu une réunion publique mardi soir, et en gros, c'est ça qu'ils disaient, c'est formidable, mais pas chez nous. Surtout qu'eux, ils ont déjà pas mal de choses pas loin de chez eux. Ils ont un centre de traitement de déchets verts, et ça sent pas très bon. Ils ont une usine de traitement d'ordures. Bon, donc ils disent, on n'a pas envie de tout recevoir chez nous. Trouver un autre endroit pour le faire, ce qui n'est pas complètement faux. Accessoirement, il y a les nuisances, en tout cas c'est ce qu'ils craignent, et puis il y a les camions qui vont amener tous ces déchets, et puis aussi autre chose, c'est la valeur des maisons, et souvent c'est ça la vraie raison qui fait qu'il y a des leviers de bouclier, c'est que les gens se disent, mais attendez, vous allez mettre ça à côté de chez moi, ma maison elle va perdre de la valeur, qu'est-ce qui va se passer pour mon patrimoine? Jonathan, vous aimeriez avoir ça à côté de chez vous, cette usine biogaz par exemple, si demain on vous disait, écoutez voilà, vous allez pouvoir fournir du gaz à 1500 foyers, mais en même temps, il va falloir supporter les odeurs. Je crois qu'il faut dépasser cette vision, regarder sa propre affaire. Hein. C'est vrai que c'est gênant d'avoir des mauvaises odeurs, des balais incessants de camions, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour la planète? Et c'est ça la vraie question. Et on doit dépasser ses propres besoins, sa propre vision des choses pour avoir une vision plus globale. Et les économies sur les gaz à effet de serre, c'est environ 2000 voitures à l'année, je crois, la production. Donc c'est quand même important. De quelle marque de voiture vous parlez là? Ça dépend effectivement du contrôle anti-pollution. Volkswagen, bien évidemment. Mais non, mais voilà, il faut. Et puis, il faut aussi se mettre à la place. Il y a une majorité silencieuse dans ce genre de dossier. Et on entend souvent les opposants qui ont des arguments, mais il y a aussi des habitants qui ne disent rien et qui sont d'accord avec ce projet. Et il n'y a pas de raison qu'on n'évoque pas un petit peu ces gens-là. Vous parliez des mauvaises odeurs. Les porteurs de projet affirment qu'il n'y a pas d'odeur particulière dégagée par cette usine. Après, reste à voir au quotidien. C'est une entreprise rennaise, je crois qu'ils ont eu un projet similaire à Ono en Eure-et-Loire, et effectivement ils disaient qu'il n'y avait pas d'odeur, il y a quelques habitants qui tout de même se plaignent de nuisances. Alors c'est 1500 foyers qui pourraient être alimentés en gaz, est-ce que la polémique pour le coup en vaut la chandelle ou, Seulement 1500 foyers finalement. Ça revient à ce que je disais il y a quelques secondes, la fameuse majorité silencieuse, celle qu'on n'entend pas forcément. Alors les Sartois ne sont pas forcément réfractaires à ce genre de projet dit écologique, avec la preuve avec les 6 éoliennes des fermiers de Loué. Alors pourquoi ça a marché dans ce cas et pas dans ce cas-là, sachant que les éoliennes quand même visuellement ça peut être assez gênant, et puis voilà, on dit aussi que ça tue les oiseaux, etc. Il n'y a pas tant d'unanimité que ça autour des éoliennes, il y a quand même beaucoup de contestations maintenant, et de plus en plus. Parce pourtant, le projet a vu le jour. Il a vu le jour, mais il faut dire que la Sarthe, pour l'instant, n'a pas été couverte d'éoliennes. Il y a un précédent président du Conseil général qui était farouchement contre, Roland Duluard, et donc lui, il a tout fait pour qu'il n'y en ait pas. Et quand, ensuite ça a changé, et il y a eu des projets qui ont émergé. Mais il y a beaucoup de gens qui sont contre, effectivement, et le problème de ces projets-là, c'est que sur le papier, effectivement, c'est en termes d'image, c'est toujours positif. On protège l'environnement, on protège l'atmosphère, mais quand même, il y a des vraies nuisances, et ne serait-ce que visuelles. Enfin, on peut discuter à l'infini là-dessus, mais très franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus beau dans un paysage. Voilà. Est-ce que les lignes à haute tension électrique, c'est plus joli? Non, bien sûr que non. Mais le problème, c'est effectivement l'envers du décor quand on a ce genre de projet, et ça peut se comprendre que ça suscite de l'émotion. Il n'y a pas que l'argument écologique. On en vient au troisième sujet rapidement, à savoir la marmite sartoise qu'on souhaite à nouveau remettre sous les feux des projecteurs, au même titre que la sur le feu. Et sur le feu, effectivement, Florent. Oui, donc c'est en tout cas l'objectif affiché par l'association des 19 bonnes tables sartoises, qui organisait une conférence de presse, rien que ça, sur le sujet lundi. Alors le but, c'est de l'avoir un peu plus, cette marmite, sur les tables françaises. Est-ce que c'est pas un peu fou comme pari ?
Oui, je suis un peu de cet avis-là, hein. La Sarthe n'est pas vraiment un département où la gastronomie est importante, hormis les... Ouh là 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 rillettes. là. Je vais pas me faire beaucoup d'amis. Il va recevoir du courrier. Voilà, Il va recevoir du courrier. Non mais voilà, s'il y a des gens qui ont du temps à perdre avec ça, bon, bah, voilà, qui s'occupent de la fameuse marmite sartoise. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Je suis désolé. Non, mais au contraire, c'est intéressant, je veux bien débattre. Non, c'est très important ce qu'on mange. C'est capital. On a complètement oublié ce moment. Enfin, bon, je suis pas une grenouille de bénitier, mais autrefois, on faisait une prière avant de manger parce que c'était un moment sacré. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que voilà, c'était une bénédiction d'avoir quelque chose à manger dans son assiette. Aujourd'hui, on va faire des courses, on achète, etc. Et cette cuisine, la cuisine sartoise, c'est une cuisine paysanne et c'est une cuisine qui a vraiment du sens. C'est-à-dire, c'est à la fois la force de travail et c'est aussi le fait de se retrouver autour d'une table, d'être ensemble, etc. Avec des produits locaux. Avec des produits locaux qui font vivre les gens qui les fabriquent. Voilà, et donc moi je pense que c'est un sujet capital, c'est pas un sujet secondaire. On a besoin de déposer la recette, des fois les Chinois nous piqueraient la recette. Mais bien sûr. Parce que la recette a été déposée. Ça fait partie du patrimoine et il faut le défendre. Moi je pense que c'est vraiment très important. Et puis c'est pas mal de parler d'autre chose que de la rillette. Effectivement, en plus c'est vrai, on en parle beaucoup en ce moment de la rillette avec le projet d'IGP et là pour le coup ça change de sujet, mais hormis la rillette et la marmite sartoise, il y a autre chose qui pourrait faire l'objet de... il y a de très bons produits en Sarthe, il y a le Janière, le Coteau du Loir, il y a des tas de choses. Non, c'est un produit de terroir, c'est un terroir qui produit des tas de bonnes choses et il faut les défendre. Voilà. Fin de ce débat, merci à tous les trois. Merci. Jérôme Glaise, la rédaction de LMTV, souhaitait vous remercier pour votre présence dans l'actualité vue par les médias, puisque vous nous quittez, vous partez pour Nantes, c'est cela ? Oui. Pour m'occuper d'un autre journal du groupe auquel j'appartiens qui s'appelle Presse Océan et à partir du début octobre, donc c'est très rapidement maintenant. Très bien, merci à vous. Et je défendrai les produits sartois à Nantes. Ils sont très bons, la marmite. Hormis ça, il n'y a pas besoin de faire tout un... Voilà. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir suivi ce débat.